Fusionner deux entreprises dans la zone CEMAC, c'est souvent une stratégie pour créer un géant économique. Mais attention, derrière ce potentiel de croissance se cache un vrai parcours du combattant, surtout sur le plan fiscal. Alors la question se pose, est-ce que fusionner est vraiment une bonne affaire ou est-ce que ça peut vite tourner au piège fiscal? Pour le savoir, il faut plonger dans les détails de la loi. Allons-y. Pour y voir un peu plus clair, voilà comment on va procéder. D'abord, on va regarder pourquoi c'est un défi fiscal. Ensuite, on se penchera sur les deux impôts principaux, l'impôt sur les sociétés et les droits d'enregistrement. Après ça, on verra les conditions qu'il faut absolument respecter et on terminera avec un petit résumé de ce qu'il faut retenir. Le premier grand défi, ce n'est pas tant la logistique ou l'organisation, c'est l'argent. C'est en naviguant correctement dans les méandres de la fiscalité qu'on arrive vraiment à débloquer toute la valeur d'une fusion. Alors, premier gros sujet, l'impôt sur les sociétés, ou l'IS. Pour encourager les entreprises à s'unir et à grandir, la loi a mis en place un principe en or, celui de la neutralité fiscale. Et là, on touche à l'avantage numéro 1. Normalement, quand une entreprise apporte un actif et qu'elle réalise un bénéfice dessus, elle paie des impôts. Eh bien, dans le cas d'une fusion, ces bénéfices, qu'on appelle des plus-values, sont tout simplement exonérés d'impôts. C'est un cadeau fiscal qui peut se chiffrer en millions. Juste pour être bien clair, une plus-value d'apport, c'est quoi? C'est le profit qu'une entreprise fait sur ses propres biens, que ce soit un immeuble, une machine, au moment où elle les transfère à la nouvelle société. C'est un profit qui, en temps normal, serait taxé. Mais là, non. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce régime de faveur ne s'applique pas qu'aux fusions classiques. Ça marche aussi pour les scissions, c'est-à-dire quand une entreprise se sépare en plusieurs entités, ou même pour les apports partiels d'actifs, quand on n'apporte qu'une branche d'activité. C'est donc un outil fiscal très souple. Ok, mais une autre question vient tout de suite à l'esprit. Si l'une des entreprises qui fusionnent traînait des pertes financières, des déficits, qu'est-ce qui se passe? Tout est perdu? Eh bien non, pas du tout. Et c'est même un autre avantage énorme. La nouvelle entreprise peut hériter de ses pertes et s'en servir pour réduire ses propres impôts dans le futur. La règle générale, c'est qu'on peut reporter ses déficits sur 4 ans. Et pour certains secteurs stratégiques, comme les banques ou les entreprises publiques en restructuration, ce délai est même allongé à 6 ans. Allez, on passe au deuxième type de taxe, les fameux droits d'enregistrement. Alors là, attention, contrairement à l'impôt sur les sociétés, ces droits, qui sont en quelque sorte les frais de notaire de l'opération, eux, ils doivent bien être payés. Mais histoire de ne pas plomber la trésorerie de la nouvelle entreprise dès le départ, la loi a prévu une solution assez pratique, la possibilité de payer en plusieurs fois. Voilà comment ça se passe. C'est assez simple. On paye 1/3 de la somme totale au moment de la signature, et les 2 tiers qui restent, on peut les étaler avec des paiements tous les 6 mois. Franchement, pour une nouvelle entité, c'est une vraie bouffée d'oxygène. Bien sûr, ce n'est pas complètement gratuit. Il y a des contreparties. Il faut d'abord pouvoir fournir une caution bancaire, il y a des intérêts à payer sur la somme qu'on décale. Et surtout, attention, le moindre retard de paiement déclenche des pénalités assez lourdes. C'est un avantage, oui, mais il demande une gestion très rigoureuse. Bon, on arrive maintenant à la partie la plus importante, parce que pour profiter de tous ces beaux avantages fiscaux, il y a un prix à payer. Et ce prix, ce sont des conditions très strictes qu'il faut absolument respecter. La condition numéro 1, la plus cruciale de toutes, c'est ce qu'on appelle l'obligation de continuité fiscale. En gros, ça veut dire que la nouvelle entreprise doit faire comme si rien n'avait changé. Elle doit reprendre les comptes de l'ancienne société à l'identique, sans réévaluer les actifs. Cette obligation, elle doit être écrite noir sur blanc dans l'acte de fusion, c'est non négociable. Très concrètement, ça veut dire que si l'ancienne boîte avait une machine qui valait 1 000 dans ses livres, la nouvelle doit l'inscrire pour 1 000 aussi, même si sa valeur réelle sur le marché est de 5 000. Et c'est sur cette valeur d'origine que tout sera calculé plus tard, que ce soit l'usure de la machine ou le profit en cas de revente. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi 2 autres conditions qui sont plus structurelles, mais tout aussi obligatoires. Premièrement, l'entreprise qui est absorbée doit disparaître, être dissoute immédiatement après la fusion. Pas question de laisser une coquille vide. Deuxièmement, la nouvelle société doit obligatoirement avoir son siège social au Cameroun ou dans un autre pays de la zone CEMAC. C'est une façon de s'assurer que la valeur créée reste dans la région. Et ce régime fiscal avantageux ne bénéficie pas qu'à l'entreprise elle-même. Il y a aussi un avantage super important pour les actionnaires. Et c'est souvent ça qui aide à faire passer l'opération. Le principe est très simple. Au moment de la fusion, les actionnaires de l'ancienne société reçoivent des actions de la nouvelle. Eh bien, cet échange est considéré comme une opération neutre, il n'est pas imposable. Pour eux, au moment de l'échange, il n'y a donc aucun impôt à payer, ce qui est évidemment fondamental pour obtenir leur accord. Bon, si on devait résumer tout ça, qu'est-ce qu'il faudrait absolument garder en tête pour une stratégie de fusion dans la zone CEMAC? En 4 points clés. 1. Le principal avantage, c'est l'exonération des plus-values sur l'impôt sur les sociétés. 2. Les droits d'enregistrement, eux, sont bien à payer, mais on peut étaler le paiement. 3.
La condition la plus importante, la règle d'or, c'est le respect de la continuité fiscale. Et enfin, 4, tout le monde y gagne, l'entreprise comme ses actionnaires. Au final, on peut vraiment se poser la question. Est-ce que ce cadre fiscal, avec ses gros avantages, mais aussi ses contraintes assez strictes, est-il un vrai moteur pour pousser les entreprises à se restructurer, à grandir et donc à renforcer l'économie de toute la région? C'est une excellente question pour la suite.